Au cours de ces présentations que je vais vous faire sur la neurologie d'une manière un petit peu générale, nous allons aborder beaucoup de notions d'anatomie, de physiologie, de physiopathologie, de sémiologie, parfois même de soins, de pharmacologie ou de techniques de rééducation. Euh, mais il va falloir avant tout acquérir quelques bases solides de théorie ou en tout cas d'éléments de compréhension qui vous permettront de bien appréhender la suite de ces présentations et puis et aussi pour que votre pratique future auprès de patients, auprès des personnes que vous allez pouvoir concourir à soigner soit la plus éclairée possible, que vous compreniez ce que vous fassiez et qu'il y ait une certaine logique dans votre pratique. Alors, dans ce cours introductif, on va commencer à aborder quelques notions historiques, mais qui vont permettre assez rapidement de rentrer dans le vif du sujet. Des notions historiques qui commencent avec au néolithique, où on peut repérer ce genre d'image. Alors vous voyez, là je vous présente une image d'un crâne osseux qui date d'environ 2000 ans avant Jésus-Christ, qui a été retrouvé en France et qui révèle une chose assez incroyable, l'existence de trous de trépan, de trépanation, donc de cavités qui ont été percées, qui ont été faites dans le crâne d'un humain, évidemment, euh, mais de son vivant. Pourquoi on en est sûr? C'est parce qu'on peut observer sur les bords de chacun de ces trous des bourrelets osseux qui montrent un début de cicatrisation. Alors, la cicatrisation n'a pas été complète, hein, elle n'est pas terminée, probablement que la personne a dû décéder quelques temps plus tard. Mais en tout cas, on se rend compte avec l'étude de ce crâne-là de l'existence d'une technique, de l'existence d'un rituel, peut-être d'une chirurgie, peut-être, on ne sait pas exactement, en tout cas qui est réalisé dans le néolithique et qui consiste à pratiquer des trous dans la boîte crânienne. Alors, effectivement, ces trépanations, on les a retrouvées dans les tribus du monde entier, à des époques complètement différentes du néolithique. On n'a pas d'explication, on ne sait pas exactement pourquoi ça a été réalisé. Plusieurs suppositions ont été faites, notamment peut-être que ça aurait été euh, des rites funéraires ou des euh, liens qui auraient été faits entre l'âme et le cerveau, des techniques de soins peut-être pour faire sortir des mauvais esprits, des expériences de neurochirurgie. On n'a pas cette information. On n'a pas été capable de retrouver des vestiges ou des peintures ou des choses qui nous permettent de bien comprendre le pourquoi de ces trépanations. Mais on les a retrouvées un petit peu partout sur la planète, en Asie, en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique, où on a des vestiges de ces crânes trépanés. Il y avait donc déjà là une première approche sémiologique peut-être de la neurologie, mais on n'en sait pas plus, en tout cas pas encore. Si l'on avance un petit peu dans le temps et que on se plonge dans l'Antiquité, cette fois-ci l'Antiquité égyptienne, on peut voir des choses beaucoup plus claires qui apparaissent. Effectivement, là, lorsqu'on le regarde, cette stèle égyptienne, donc, qui date d'environ 1400 avant Jésus-Christ, on peut déjà observer une sémiologie qui a l'air d'être connue et reconnue, peut-être même euh, représentée volontairement sur cette stèle, avec
donc vous voyez ce personnage, là, central, masculin, qui est sur la pointe du pied droit, euh, avec une position qu'on pourrait décrire un petit peu comme hypertonique. Son pied gauche, lui, repose sur le sol de manière standard, normale, mais à droite, on voit qu'il n'est pas de la même manière posé sur le sol. Et de plus, il semble, en tout cas, avoir une canne, quelque chose qui puisse peut-être lui permettre de faciliter la marche. Il semblerait que cette représentation-là soit celle d'un premier syndrome pyramidal, d'une paralysie avec une hypertonie du membre inférieur. Alors, on reviendra sur cette définition de ce que c'est qu'un syndrome pyramidal, de ce que c'est qu'une hypertonie. Tout ça, on le verra en détail plus tard, mais en tout cas, cette image qui est déjà très ancienne du monde antique nous révèle l'existence d'une connaissance et donc d'une représentation d'un déficit neurologique suffisamment important pour qu'il puisse être reporté quasiment pour la postérité sur des stèles. On peut voir aussi sur ce bas-relief assyrien, donc mésopotamien, dans la, la Mésopotamie antique, un petit peu antérieure à cette stèle égyptienne, une lionne, une scène de chasse qui représente une lionne que l'on voit transpercée par plusieurs flèches, dont certaines qui touchent manifestement le dos et dans la région centrale sa colonne vertébrale, avec une conséquence également suffisamment intéressante, en tout cas qui a suffisamment retenu l'attention des chasseurs et ensuite de l'artisan, de l'artiste qui a reproduit ce bas-relief, qui montre une paralysie de toute la partie postérieure de cette lionne. Cette représentation-là, ce bas-relief, n'est pas un hasard. On voit bien qu'il y a une corrélation qui a été reconnue entre une atteinte, allez, on va dire du bas du dos de l'animal et la paralysie de ses deux membres inférieurs. Donc là aussi, on a une représentation d'une sémiologie de la neurologie antique. Les lésions de la moelle épinière, on le sait, peuvent provoquer des paralysies motrices, paralysies sensitives également. On verra tout ça plus en détail, mais de manière détaillée, effectivement. Mais là, on a une première image de la réflexion qu'ont pu mener les anciens sur la neurologie. On continue avec Imhotep. Donc on est toujours dans l'Égypte antique. Donc Imhotep, c'est un personnage extrêmement célèbre dont on n'a pas de représentation plus nette que cette statuette, qui était architecte, philosophe, médecin, bon, et qui a lui présenté dans les écrits qui nous sont parvenus jusqu'à aujourd'hui, des éléments médicaux extrêmement intéressants. Par exemple, il découvre le rôle du cœur dans la circulation sanguine. C'est quand même pas rien. À son époque, on est en 2800 avant Jésus-Christ, et il fait déjà cette découverte qui va être oubliée pendant plusieurs siècles avant qu'elle revienne sur le devant de la scène. Il décrit également la relation existant entre une blessure à la tempe et un trouble du langage. Alors, les blessures à la tempe, traumatiques très probablement, et un trouble du langage. Donc on voit peut-être déjà la première relation entre une lésion cérébrale temporale, peut-être qui touche le cerveau derrière, dans l'aire de Broca, et une aphasie, un trouble du langage. On est peut-être déjà devant ce genre de description.
on sait ça, les écrits dont je vous parlais qui nous sont parvenus l'ont été particulièrement grâce à un papyrus, le papyrus Ebers, du nom de celui qui l'a découvert, et qui contient énormément d'informations sur les techniques médicales dans l'Égypte antique. Faisons un petit aparté sur ce papyrus. Donc, il a été retrouvé dans le temple funéraire de Ramsès II, et c'est l'ouvrage médical le plus important que l'on connaît de l'Égypte antique. On a énormément de choses dans ce papyrus. Des descriptions de maladies avec les symptômes, donc la science, entre guillemets, qui étudie les symptômes des maladies, c'est la sémiologie. On a des éléments de pharmacologie et encore à l'époque, évidemment en Égypte antique, des éléments de magie pour le soin. On y découvre ici les principes antalgiques de l'opium avec les graines de pavot. Effectivement, quelque part dans ce papier, dans ce papyrus, il est décrit un médicament qui lutte contre la douleur. Et pas que la douleur physique, puisque on voit aussi que ça peut lutter contre la douleur morale. La traduction une des traductions proposées en est la suivante: remède pour chasser les pleurs, fruits du pavot et excréments de mouches qui sont sur un mur, faire un mélange et prendre pendant 4 jours. Alors, on sait aujourd'hui que les excréments de mouches qui sont sur un mur ont assez peu d'effets antalgiques, mais par contre, on connaît bien la pharmacologie des morphiniques qui sont issus du pavot, de l'opium. Donc, on a déjà une connaissance assez poussée de ce que peut être une pharmacologie dans ce papyrus Ebers. C'est pour ça que je voulais vous le présenter un petit peu plus en détail. Bon, cette diapo reprend un petit peu, elle fait un petit peu doublon, mais ce qui était plus intéressant pour vous dans le côté magique, parce qu'on va voir qu'il existe des liens entre médecine et magie, ou en tout cas surnaturel, ou bon, plusieurs dénominations sont possibles pour le caractère magique. Jusqu'à assez tardivement dans l'histoire de la médecine, on verra ça peut-être un petit peu plus tard. Une chose qui était assez frappante, c'était que le prologue du papyrus d'Ebers contient des incantations magiques pour le médecin avant de toucher le malade. Il avait tout un tas de rituels à réaliser, plus particulièrement dans telle ou telle pathologie. Mais en tout cas, il avait des incantations à faire pour lui-même, pour ne pas tomber malade lui aussi. Donc le médecin invoque des dieux protecteurs, principalement Ré, Isis, Horus, contre les forces maléfiques dans la mythologie égyptienne, le dieu Seth. Donc on a dans l'activité médicale égyptienne, quotidienne, en tout cas pragmatique, la reproduction du conflit qui est sans cesse renouvelé entre Horus et Seth, entre le monde organisé et le monde désorganisé. Donc on a ces médecins qui sont un peu des prêtres de l'époque et qui réussissent en tout cas qui tentent à rétablir une organisation dans un chaos, dans un monde désorganisé qui est celui de la maladie. Alors, plus particulièrement en neurologie, il y a des éléments pour ce papyrus, enfin dans ce papyrus Ebers, notamment pour la migraine. Alors la migraine, c'est un terme moderne évidemment, mais on a bien réussi à traduire qu'il y avait dans les recettes de médicaments pour soulager des maux de tête unilatéraux et pulsatiles. Le remède en l'occurrence était de faire frire un crâne de silure et d'enduire la tête d'un onguent à base de cet ingrédient 4 jours de suite. Probablement que ça n'a pas beaucoup d'effet. Mais on a peut-être un effet placebo, peut-être
le cours évolutif normal d'une migraine, hein, qui peut d'elle-même disparaître, évidemment. Mais on a en tout cas un, un ingrédient, une, euh, une façon de faire qui sont consignés dans un papyrus. Donc on a déjà un savoir médical qui apparaît. Toujours dans l'Antiquité, mais cette fois-ci du côté des Grecs. Euh, deux personnages complètement centraux, que sont Hippocrate et Galien, apportent beaucoup d'informations en neurologie. Notamment Hippocrate, qui lui est un des pionniers, et le pionnier, dans le traitement des lésions crâniennes, des fractures du crâne. Il propose assez rapidement une classification de ces fractures et c'est là où c'est très intéressant, indique quelles fractures vont nécessiter une intervention chirurgicale de type trépanation. On verra hein, dans une diapo suivante, la prochaine enfin une des suivantes, pourquoi certaines fractures crâniennes nécessitent trépanation pour la survie. Également, il discute épilepsie et un des premiers, ou c'est ce que l'on constate dans les écrits qui nous sont parvenus, un des premiers à douter du caractère de maladie sacrée. Il ne pense pas que les dieux s'abaissent à provoquer chez l'homme des problèmes de type épileptique. Un autre personnage central, donc Galien, lui fait une découverte pour la neurologie assez extraordinaire. Il décrit le rôle des nerfs récurrents. Vous savez, ce sont ces nerfs qui actionnent les cordes vocales, enfin qui transmettent l'information qui permettent d'actionner les cordes vocales. Et au cours d'une vivisection d'un animal, d'un chien, il les sectionne accidentellement et le chien devient aphone. Galien va s'efforcer de faire une synthèse de tout le savoir médical qui l'a précédé. Il va écrire beaucoup, mais il va essayer de prendre l'ensemble du savoir disponible à son époque et le coucher dans un traité. Galien propose aussi des trépanations à visée décompressive, on va voir ça un petit peu plus tard, et il énonce que l'ouverture du crâne ne doit pas avoir pour conséquence la mort de manière systématique. Cette phrase-là, l'ouverture du crâne ne doit pas avoir pour conséquence la mort de manière systématique, va être assez lourde de conséquences dans le futur, même si elle est tout à fait vraie. Et on verra un petit peu pourquoi, notamment au Moyen-Âge. Galien est un personnage tout à fait central dans l'histoire de la médecine occidentale. Il est resté une référence pendant des siècles. Et on a même élaboré tout un système médical qui s'appelle le galénisme, beaucoup plus tard, au Moyen-Âge, à Byzance, basé sur Galien, qui lui est le dernier des grands médecins créateurs de l'Antiquité gréco-romaine. Sa théorie qui, à l'époque, est un petit peu tombée dans l'oubli, fait récupérer au XIe siècle, avant de devenir pendant plus de 500 ans le système médical dominant dans le monde occidental et musulman. Vous voyez, c'est quand même un personnage qui mérite une attention un petit peu particulière. Et ce galénisme, donc comment Galien avait imaginé le fonctionnement du corps, se base sur les humeurs, les 4 humeurs, sang, bile, flegme et atrabile. Ces 4 humeurs étaient assimilées aux 4 éléments fondateurs du monde, l'air, le feu, l'eau et la terre. Vous savez que cette théorie de la création du monde, en tout cas de la théorie de toute chose chez les Grecs, faisait intervenir ces 4 éléments, air, feu, eau et terre. On a l'émergence de cette pensée chez les présocratiques et qui vont
imaginer comment toutes choses sont faites. Euh, Bien sûr, c'est pas uniquement basé là-dessus, euh, mais aussi sur des dissections animales, notamment des dissections de singes, qui vont permettre d'écrire une anatomie assez précise, mais qui sera évidemment pas suffisante pour euh, faire de la médecine humaine. Là, sur cette diapo, je vous présente des outils qui permettaient aux Grecs, c'est des outils grecs, de faire de la trépanation, de faire des trépanations, donc ces trous hein, dans le crâne. Euh, on traitait comme ça les épileptiques, notamment les épileptiques post-traumatiques. Alors, voilà pourquoi la trépanation est importante dans les traitements des maladies cérébrales, notamment post-traumatiques de l'époque. Imaginez un traumatisme crânien, vous voyez là hein, sur le côté gauche de la diapo, fracture du crâne croisant l'artère méningée moyenne. Il n'est pas rare qu'après un traumatisme crânien, il y ait constitution d'un hématome. Et vous voyez là un hématome, alors là c'est un hématome extradural, on verra un petit peu les différences plus tard entre sous-dural et extradural. Mais c'est un hématome extradural qui comprime le cerveau euh, qui se trouve en dessous et qui, en le comprimant, l'irrite, on va dire, et peut provoquer des crises d'épilepsie. Mais au-delà de ça, et notamment là, on voit quand même un hématome qui exerce un effet de masse important. Il peut y avoir ce qu'on appelle des engagements. C'est ce qui est décrit là sous le terme de, toujours à gauche, hernie du lobe temporal sous la tente du cervelet, qui sont extrêmement dangereux et qui peuvent aboutir à la mort assez rapidement. Le mécanisme de la mort dans ces cas-là est lié à la compression du tronc cérébral par la hernie du lobe temporal qui vient abîmer les structures vitales que l'on peut trouver dans le tronc cérébral. Ne vous inquiétez pas, on reviendra là-dessus, sur toutes ces notions au fur et à mesure. On est vraiment sur une introduction hein, pour permettre de commencer à débrouiller un petit peu, à débroussailler un peu le terrain. Donc on voit bien lorsque on a une fracture comme ça, l'intérêt de ce que peut être une trépanation. En perçant un trou dans la voûte crânienne, on va être à même d'évacuer l'hématome et de décomprimer le cerveau derrière pour peut-être guérir d'une épilepsie, mais peut-être aussi parfois sauver la vie. Donc là, on a une représentation qui date du 19e siècle, il me semble, où on voit donc une technique chirurgicale de trépanation pour évacuer un épanchement sanguin intracrânien, donc un hématome, probablement ici sous-dural. On avance, on avance dans les siècles, on arrive maintenant au Moyen-Âge où les trépanations sont des traitements reconnus pour les traumatisés crâniens et pour l'épilepsie, mais il y a eu une technique de trépanation particulière qui visait à enlever la pierre de Foley. Ça ne savait pas faire la différence entre maladies neurologiques, maladies psychiatriques. Et certains avaient imaginé qu'il existe une pierre de Foley qui était censée être la cause de maladies psychiatriques. Et on a eu une espèce d'épidémie de trépanation qui sont devenues des pratiques courantes pour tenter de guérir les malades psychiatriques. Alors, la peinture est riche à ce sujet-là et assez intéressante à regarder, à observer.
Euh, Puisque bah, là, on peut voir, donc c'est une peinture qui date de 1550, hein, donc on est en plein Moyen Âge. On peut voir un chirurgien. Alors, il faisait partie de la guilde des barbiers. C'était des barbiers qui pratiquaient ce genre de chirurgie, qui s'apprêtent à faire une trépanation frontale, probablement dans le but d'enlever une pierre de folie. Euh, cette peinture-là est intéressante pour euh, regarder le site opératoire, mais il y en a d'autres, des images, toujours dans les années 1550. On, voit, on en voit une autre qui apporte des informations complémentaires. Donc, on voit le chirurgien, le barbier, pratiquer là cette intervention sur quelqu'un qui est donc réveillé, euh, qui est contentionné, hein, pour ne pas gêner le travail du chirurgien, on peut dire ça comme ça. On voit que c'est associé, en tout cas que l'aide opératoire, que la personne qui assiste, une des personnes qui assiste, est une religieuse, tandis qu'il y a également de l'autre côté, à droite de l'image, un moine qui exerce une forme de prière, ou en tout cas euh, de transe. Alors, il faut savoir que ces opérations-là ont été pour beaucoup des opérations de type charlatanerie. Euh, Très souvent, ces patients-là n'avaient rien à enlever dans leur lobe frontal. Et très souvent, le geste chirurgical consistait à ouvrir la boîte crânienne et à sortir une pierre qui était habilement dissimulée dans la poche du chirurgien pour justifier ses honoraires. Euh, c'est reconnu, hein, c'est pas ce ne sont pas des suppositions, et c'est même décrit dans une des peintures que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Euh, Celle-ci de peinture, pareil, qui date du XVIe siècle, est aussi assez éloquente en termes de confort du patient. Hein, on voit toujours, hein, que c'est évidemment pratiqué sur des patients réveillés. L'anesthésie générale n'existait pas encore, et que ça devait être assez douloureux. Mais c'est cette peinture-là qui est peut-être la plus intéressante, puisque, alors là, on voit carrément une clinique, hein, de trépanation, où on a plusieurs chirurgiens ou apprentis chirurgiens qui sont en train d'exercer leur œuvre. Euh, Il y a aussi des éléments psychiatriques, hein, que l'on retrouve sur cette image, notamment le personnage du fond là, qui tout à fait à gauche, dans une position accroupie, dont on ne sait pas bien ce qu'il est en train de faire. Enfin, on imagine bien, avec un bandeau sur la tête, donc il a déjà été opéré. On voit aussi le personnage de droite là qui est contenu par deux autres personnages, qui est représenté un petit peu à la manière d'un d'un personnage psychiatrique. On voit aussi parmi les personnes qui se pressent à la porte des patients qui ont déjà été opérés. Notamment, on voit cette cicatrice frontale qui apparaît sur les personnages du fond. Euh, alors, c'est sûr qu'avec cette résolution-là d'écran, c'est pas évident de voir ce genre de choses, mais le peintre a délibérément euh, réalisé des visages de patients déjà opérés, hagards, un peu perdus, qui semblent errer, sans but. Euh,
il est possible que l'on soit sur une représentation déjà de ce que peut être un syndrome frontal. Et on verra ça un petit peu en détail, évidemment, plus tard. Mais vous voyez que on a parmi les représentations anciennes, que ce soit les stèles égyptiennes, les bas-reliefs assyriens, la peinture du Moyen Âge, beaucoup d'éléments de neurologie. Il y avait un savoir qui s'est transmis comme ça à travers des papyrus, à travers des traités, à travers des peintures qui sont parvenues jusqu'à nous. Et enfin, ce dernier tableau, celui de Jérôme Bosch, je pense qu'on prononce comme ça, qui date de 1494, donc qui est un petit peu antérieur à ceux que on a pu voir, qui lui est clairement satirique. Les personnages ici sont représentés, alors notamment le chirurgien, avec l'entonnoir du savoir à l'envers sur la tête. Hein. Vous savez que c'est quelque chose qui est resté dans la culture comme un chapeau de fou. Ou alors cette religieuse qui se pose un traité médical en équilibre sur la tête, allez savoir pourquoi. Euh, cette peinture-là, bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais peu importe, hein, est intéressante parce que déjà dès l'époque, on avait des doutes sur les qualités opératoires et notamment on a des doutes sur l'existence d'une pierre de folie. Néanmoins, il n'est pas impossible que cette pierre de folie ait eu en tout cas un substrat euh, réel, un substrat euh, comment dire concret par une chirurgie peut-être première qui a ensuite laissé la place à des légendes. Mais on sait hein, aujourd'hui qu'il existe des tumeurs qu'on appelle les méningiomes. Donc, ce sont des tumeurs réputées bénignes, mais qui peuvent se calcifier, donc prendre un peu un aspect de pierre, de caillou, de calcaire, qui peuvent se retrouver dans toutes les régions du cerveau où il y a de la méninge, notamment dans la région frontale. Et on sait aujourd'hui que l'atteinte des régions frontales entraîne des troubles du comportement. Donc pourquoi pas est-ce qu'un chirurgien aurait ouvert le crâne d'un patient, découvert un méningiome frontal, l'aurait retiré. Celui-ci avait l'aspect d'une pierre puisqu'il était calcifié et le patient aurait eu une certaine amélioration de troubles du comportement et la pierre de folie est ainsi née. Pourquoi pas En tout cas, cette épidémie, comme je disais hein, tout à l'heure, de trépanation n'a pu avoir lieu, entre guillemets, que grâce à Galien qui, rappelez-vous, je vous avais dit, avait énoncé le fait que faire une trépanation pouvait se faire du vivant du patient et ne conduisait pas systématiquement à une mort. Le savoir médical, le savoir neurologique, le savoir chirurgical avance comme ça, petit à petit, au fil des siècles. Il va falloir faire des progrès dans l'anatomie avant de pouvoir aller beaucoup plus loin. Pour l'instant, Léonard de Vinci vivait à cette époque-là, on se basait encore sur la description anatomique de Galien. Mais on sait que Galien avait énormément pratiqué la vivisection animale, notamment du singe, et que aujourd'hui on sait qu'elle était tout à fait approximative, cette anatomie. Donc il va falloir qu'elle progresse. Mais on est dans un monde qui est européen en tout cas, qui est empreint de christianisme et notamment de l'Inquisition à cette époque-là. Et on sait que les dissections humaines ne sont pas autorisées. Il est donc difficile pour un Léonard de Vinci
ou on le verra plus tard, enfin juste après pour un Vézal, de pratiquer des dissections humaines pour faire progresser l'anatomie. Néanmoins, par beaucoup de- pour beaucoup de raisons différentes, ils sont arrivés à en pratiquer. Et Léonard de Vinci, lui, va fournir une anatomie très correcte des ventricules cérébraux. Vous savez, les ventricules, ce sont ces cavités que l'on retrouve dans la profondeur du cerveau et qui contiennent le liquide céphalorachidien. Donc lui, sa technique pour pouvoir faire une anatomie correcte avait été de faire des moulages avec de la cire. Donc il injectait de la cire fondue dans les ventricules des cerveaux qu'il avait pu disséquer, et puis étudier ensuite ce moulage pour faire de la description très précise. Pour lui, les ventricules étaient, comme ils étaient centraux dans le cerveau, comme ils occupaient une place un petit peu particulière et qu'ils n'avaient pas encore évidemment la notion de liquide céphalorachidien et de sa fonction. Il pensait, Léonard de Vinci, que c'était le siège de la pensée, de la mémoire, de l'attention. Bon, De Vinci était un chercheur à ce moment-là encore plutôt clandestin dans un univers qui était volontiers ésotérique, et ses travaux anatomiques sont peu, voire pas du tout connus de ses contemporains. Euh, D'ailleurs, c'est au 19e siècle qui vont, et même plus tard, même au 20e siècle, qui vont apparaître et qu'on on va les reconnaître comme étant des œuvres extrêmement précises et très intéressantes pour la description de l'anatomie humaine. Mais de son vivant, et puis dans les centaines d'années qui suivirent, sa mort, il y a pas ces travaux n'ont pas eu d'impact particulièrement. On peut les voir, ces planches anatomiques, elles existent encore, il y en a 230, et elles sont actuellement visibles au château de Windsor, là, en Angleterre, euh, près de Londres. Un personnage extrêmement important que André Vézal dans la naissance de l'anatomie moderne. Donc André Vézal, 16e siècle, 1514-1564, euh, pardon, euh, qui vit dans le duché de Brabançon, donc dans l'actuelle Belgique flamande. Il va, lui, faire les premières descriptions très précises des ventricules, des nerfs crâniens, de l'hypophyse, des ménages, etc., dans un livre fondateur qui est De Humani Corporis Fabrica, qui va paraître en 1543. C'est effectivement l'ouvrage fondateur de l'anatomie moderne. On est en pleine Renaissance italienne et il va faire table rase euh, de l'anatomie de Galien. Il va corriger les erreurs. Il va se rendre compte que Galien s'était basé sur ces dissections animales, et Vézal, lui, va pratiquer la dissection humaine lorsqu'il est dans la République vénitienne, dans la ville de Padoue, qui, elle, à cette époque-là, ne craignait pas l'Inquisition. Il avait donc toute la possibilité qu'il voulait de faire de la dissection humaine. Ces illustrations sont extrêmement détaillées, de très grande qualité. Elles ont été gravées sur bois. Elles ont traversé les siècles jusqu'à être conservées à la bibliothèque de Munich, malheureusement détruites par les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale après 4 siècles. Il remet en question l'anatomie de Galien, qui fait quand même référence depuis plus de 1000 ans. Donc il fait avancer les choses, hein. On a quand même un personnage qui va modifier un savoir millénaire. Vous voyez quand même l'importance de ce genre de personnage dans l'histoire de la médecine. Ces illustrations, ces gravures, parfois sont jugées un petit peu scandaleuses dans la société européenne religieuse, mais elles n'en restent pas moins d'une qualité scientifique très importante. À noter, de manière un petit peu hasardeuse, mais assez frappante, que son bouquin, enfin son ouvrage là, De Humanis Corporis Fabrica,
paraît la même année que celui de Copernic qui change, en tout cas qui propose de changer le géocentrisme en héliocentrisme. La Terre n'est plus au centre de l'univers. Copernic pose le Soleil au centre de l'univers. C'est faux, mais on est dans une période en pleine Renaissance, donc en pleine Renaissance, qui révolutionne euh, des fondamentaux de la connaissance humaine. Là, vous avez donc sur la gauche de la diapositive la couverture du livre, on va y revenir, et puis à droite, une des illustrations dont je vous parlais de grande qualité. Donc c'est la première fois qu'on expose ainsi une anatomie, c'est-à-dire dans une position d'un être tout à fait vivant, sur un fond, qui représente d'ailleurs une région de Belgique. Et puis un petit peu à la manière d'un jeu de cette famille, là, l'ensemble des planches détaillées comme ça. Donc là, cette fois-ci, c'est une planche qui décrit la musculature, mais il y en a d'autres pour les viscères, pour les os, etc. Et quand on les met côte à côte, le paysage derrière suit, en fait, et est reconstitué complètement. Euh, Il y a eu un travail donc scientifique et artistique très important pour que l'on arrive à cette qualité-là. Néanmoins, malheureusement, ces planches initiales sont perdues comme je vous disais, hein, après des bombardements de la Deuxième Guerre mondiale. Mais revenons sur la page principale, sur la couverture de cet ouvrage, où on voit donc une grande salle, dans laquelle euh, Vézal est en train de disséquer un humain, c'est un personnage féminin, et puis là il est entouré d'énormément de personnes, hein, ses disciples, c'est probablement certains de ses maîtres, c'est peut-être ses potes, il y en a même sous la table. Enfin, il y a beaucoup de monde, il y a des animaux, un chien tout à fait en bas à droite, un singe un petit peu enfin sur la partie gauche qui ont été donc les principales sources du savoir euh, anatomique jusqu'à présent, et puis Vézal qui se tient au centre en regardant un petit peu l'objectif, si on peut dire comme ça, avec un air un petit peu défiant, hein. Il est jeune lorsqu'il fait son ouvrage, je crois qu'il a moins d'une trentaine d'années. Donc on le voit conscient de ce qu'il est en train de faire, de révolutionner un petit peu le savoir médical. Et puis il y a ce squelette qui tient une lance, ou en tout cas un bâton, ou enfin un objet élancé comme ça, qui pointe en direction du corps de la personne disséquée. On va zoomer un petit peu sur cette partie centrale. Donc vous voyez, comme je vous disais, le regard de Vézal tourné vers l'objectif. Mais regardons donc plus précisément la scène qui se passe sous nos yeux, puisque on a Vézal qui dissèque un corps féminin, qui dissèque l'abdomen du corps féminin, et qui pointe l'index vers l'utérus de ce personnage. Et puis on voit le squelette, qui représente fatalement la mort, qui pointe également en direction de cet utérus, là au même endroit que montre Vézal. On est en pleine représentation de l'origine de la vie. On est dans une représentation qui est apparue hérétique à l'époque. Elle est suggestive, elle n'est pas complètement explicite. Il se garde bien de le faire tout de même. Vézal, il vit dans un monde où certains, beaucoup, brûlent sur des bûchers pour moins que ça. Mais il commence son ouvrage avec cette couverture où il nous suggère l'origine de la vie dans l'utérus féminin.
On est sur des grands personnages qui révolutionnent largement les choses. On avance, on saute les siècles, parce que là les choses vont s'accélérer à partir de Vézal, hein. On est, vous voyez là, entre Galien et Vézal, il y a 1000 ans. Entre Vézal et Broca, il n'y en a plus que 300. Vous voyez que les choses vont s'accélérer. Alors pourquoi Broca? Broca déjà parce que tout le monde connaît, enfin tout le monde connaît, hein, beaucoup connaissent, je pense, vous faites partie de ceux qui connaissent l'ère de Broca, cette région du cerveau qui est impliquée dans la production du langage. Et puis parce que on commence avec lui, enfin à son époque, à imaginer une organisation en termes de région fonctionnelle du cerveau. Euh, et il en apporte une preuve, on va dire. Donc Paul Broca est un médecin français. Il suit un patient, Monsieur Le Borgne, qui va surnommer Temps. Temps, pourquoi? Parce que c'est la seule syllabe qu'il est capable de produire. Il est incapable de parler, il est atteint d'une aphasie de Broca. La seule production verbale qu'il puisse avoir, c'est une répétition de cette syllabe. Temps, temps, temps. Alors du coup, il sera surnommé Temps. Bon, une fois qu'il est mort, Monsieur Le Borgne, Broca va récupérer son corps, ouvrir sa boîte crânienne, regarder son cerveau sous tous les angles et se rendre compte qu'il y a une lésion volumineuse, syphilitique. La syphilis à l'époque était une maladie qui provoquait énormément de symptômes différents, hein, que ce soit dermatologique ou neurologique. Mais là, il y avait une lésion syphilitique du lobe frontal gauche. Et puis, il va faire le lien. En tout cas, il va se poser la question, y a-t-il une corrélation entre cette lésion volumineuse frontale gauche et la difficulté qu'avait son patient à faire de la production verbale de qualité? Et puis, il va aller chercher d'autres patients qui ont le même symptôme et les disséquer, regarder leur cerveau et se rendre compte qu'il y a une association qui n'est pas fortuite entre les deux. Et il va donc proposer cette explication d'aire cérébrale, de localisation cérébrale, de région cérébrale responsable de la parole. Et petit à petit, le chemin va se faire vers l'organisation cérébrale en région. Bon, on ne peut pas nommer Broca aujourd'hui sans évoquer son caractère raciste et sexiste qui était extrêmement développé et qui et sur lequel il basait des réflexions pseudo-scientifiques, notamment sur l'intelligence des hommes en fonction du poids de leur cerveau. Donc on avait des tas d'écrits, on a des tas d'écrits de Broca qui décrit parfaitement bien, en tout cas parfaitement bien, qui décrit de manière très claire ce qu'il pense de l'intelligence des différents groupes ethniques. Et au-delà des groupes ethniques aussi entre les sexes. Donc voilà, il faut dire de Broca également cet aspect-là, puisque les les universités qui portent son nom, les instituts qui portent son nom, les statuts qu'il peut avoir ça ou là, sont de plus en plus décriés et il est tout à fait possible que les honneurs qui lui ont été rendus soient moins glorieux aujourd'hui et disparaîtront dans le futur. Donc voilà une vue du cerveau humain de côté et la localisation de cette aire de Broca. Donc vous voyez dans le lobe temporal gauche, au niveau de la troisième circonvolution, donc à la frontière avec le lobe temporal. Vous voyez ici cette scissure
Donc cette crevasse, hein, on peut dire ça comme ça, cette scissure fait la frontière entre le lobe frontal et le lobe temporal, et ici l'aire de Broca. D'autres aires cérébrales sont impliquées dans le langage, hein, notamment celle de Wernicke, qui est beaucoup plus postérieure, qui est temporale cette fois-ci, et qui, elle, est plus impliquée dans les phénomènes de compréhension que de production. Alors toutes ces notions sont en cours d'évolution. La phase de production ou la phase de compréhension évolue, sont en train de changer. Les choses sont plus compliquées que ça, mais il me semble quand même intéressant de présenter de cette façon pour simplifier et donner un aperçu du fonctionnement d'un cerveau qui, avec les neurosciences actuelles, cette l'appréhension que l'on a du fonctionnement cérébral est en train de complètement se modifier. Mais on en reste encore pour des raisons de praticité et puis de première étape de compréhension sur ce genre de fonctionnement. Alors, un autre personnage assez important dans la description des aires du cerveau est Brodmann. Donc, vous savez, hein, c'est ce scientifique qui va regarder le cerveau sous une forme histologique, hein, anatomique, pas du tout fonctionnelle, anatomique, et il va décrire 52 aires différentes en fonction de la densité, de la taille des neurones, du nombre de couches observées au microscope. Et il va donc comme ça déterminer l'existence de plusieurs aires anatomiques. Certaines de ces aires anatomiques correspondent quasiment parfaitement avec des aires fonctionnelles. Donc on a une avancée qui est extrêmement importante et intéressante de l'anatomie histologique, qui permet d'avancer dans la compréhension du fonctionnement du cerveau. Un autre personnage qui est intéressant est ce personnage de Penfield. Donc lui, c'est un chirurgien, enfin un neurologue, un neurochirurgien canadien, qui est donc né à la toute fin du 19e et qui va décéder dans les années 70 du 20e siècle, qui lui va être à l'origine de cette image que l'on connaît tous avec son collègue Rasmussen de l'homonculus moteur et sensitif. Effectivement, la neurochirurgie fait des progrès pendant ce XXe siècle. On fait des chirurgies éveillées, et les tests de stimulation électrique sur cerveau humain sur patients réveillés sont possibles. Et donc, on a une étude fonctionnelle avec une systématisation, une première systématisation motrice et sensitive qui vont apparaître grâce à Penfield. Et voilà donc une représentation d'un des homonculus qu'il a décrit, où on voit de manière intéressante, déjà de prime abord, sur cet homonculus, qu'il existe des régions du cerveau qui sont spécialisées pour telle ou telle partie du corps, et surtout qu'elles ont des volumes respectifs disproportionnés. Là, on voit très bien que la main, le pouce, le visage, la bouche, la langue occupent un volume neuronal beaucoup plus important que le genou ou même le tronc cérébral, l'épaule, enfin des parties du corps qui sont beaucoup plus grandes en volume, sont représentées par beaucoup moins de volume neuronal. On comprend bien le pourquoi de cette distribution complètement asymétrique. Il y a besoin de beaucoup plus de neurones pour faire travailler une main avec ces gestes extrêmement fins
comparé à un tronc qui va avoir au niveau moteur assez peu de finesse. C'est exactement la même chose pour un genou. Un genou, il va dans un sens, hein, et pas dans un autre. Il y a assez peu de finesse dans euh, le, euh, la flexion d'un genou. En revanche, pour un visage, pour une bouche, pour des lèvres, pour une langue, là, il va y avoir besoin de faire de la modulation très précise qui nécessite un contingent neuronal, une quantité de neurones beaucoup plus importante et qui sont représentés de manière artistique là par l'homonculus. Alors, on a dit tout ça, on a fait un rapide, enfin peut-être pas si rapide que ça, peut-être que vous avez trouvé ça un petit peu long, mais en tout cas, on a fait un survol de la neurologie depuis le néolithique jusqu'à Penfield. Et on a vu que les concepts étaient longs à émerger, qu'il y a des voies qui ont été empruntées qui n'ont pas été les bonnes, en tout cas dans le savoir que l'on a actuellement, qui ne sont pas les bonnes. Je pense par exemple au caractère magique de l'épilepsie. On en rediscutera de tout ça. Ou la pierre de folie. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est sur la connaissance du fonctionnement du cerveau? Eh ben, on en est un petit peu revenu à l'Antiquité. Alors, l'Antiquité, non pas en termes de savoir, mais en termes de philosophie socratique. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Alors, on ne sait pas rien. C'est exagéré, mais ce qu'on sait, c'est que on a encore énormément de choses à découvrir et qu'on n'a encore pas compris grand-chose. Qu'est-ce que le cerveau? Comment est-ce qu'il fonctionne? Quelles sont ses capacités d'adaptation? Qu'est-ce qui est inné? Qu'est-ce qui est acquis? Tout ça, ce sont des questions qui sont centrales. Est-ce que le cerveau fonctionne en air? Est-ce qu'il fonctionne en système? Est-ce que la communication n'est pas le support principal de son fonctionnement? Tout ça, ce sont des questions qui sont débattues, âprement débattues, et qui continuent de faire avancer les neurosciences actuelles. On est quand même tombé d'accord sur un certain nombre de choses, sinon je ne serais pas là pour vous en parler. Notamment qu'il sert, cet organe bien particulier, à la gestion des informations sensorielles, à la coordination des mouvements musculaires, à la régulation du fonctionnement des autres organes. Mais ça, on va dire que c'est quelque chose qui est évidemment partagé par tout le monde et qui est assez peu débattu. Il est également le siège de la régulation des émotions. Les émotions naissent dans le cerveau. Elles ont des implications sur tout le corps, mais naissent dans le cerveau. Et le siège de l'intellect. Et là, on commence à être sur des notions plus complexes et plus discutées. Mais on est encore en train de faire des progrès tous les jours sur son fonctionnement. En termes de choses récentes, on va dire, qui tournent autour de la neurologie et des problématiques qui s'y posent. On débat actuellement beaucoup de la dualité maladie psychiatrique, maladie psychologique et maladie neurologique. La frontière est complexe. Dans les siècles, parfois elle est inexistante, parfois c'est un fossé énorme. Il y a des ponts, ça s'entrecoupe. Effectivement, on a l'habitude de dire un cerveau, deux médecins, donc un neurologue et un médecin psychiatre. Euh, on a des maladies neurologiques qui ont des expressions psychiatriques, des maladies psychiatriques qui ont des expressions neurologiques. On se pose beaucoup de questions sur la place et le fonctionnement de l'effet placebo, mais aussi son contraire, l'effet nocebo. L'hypnose, qui pourtant est quelque chose de connu depuis l'école de la Pitié-Salpêtrière de Charcot et notamment les développements de Pierre Janet, l'hypnose est revenue sur le devant de la scène au début du XXIe siècle et sur ses capacités de soins. On a fait énormément de progrès dans l'imagerie anatomique,
depuis Vézal et les descriptions et les gravures sur bois, on a aujourd'hui des outils d'imagerie cérébrale qui sont extrêmement développés, extrêmement fins. On peut faire de l'imagerie fonctionnelle et ça c'est révolutionnaire. Ça a permis de faire énormément de progrès dans la connaissance de la science neurologique. L'imagerie fonctionnelle, c'est tout simplement qu'on est capable de repérer quels sont les endroits du cerveau qui s'activent pendant telle ou telle tâche. On va dire ça comme ça. On parle du fonctionnement en réseau. Ça, c'est un développement extrêmement récent, hein, fin du XXe siècle, début du XXIe, sur le fonctionnement du cerveau en réseau. Donc, non pas seulement en aire corticale, mais en communication entre ces différentes aires-là. Et puis, une notion qui est très importante et qu'on va largement développée par la suite, et qu'il faut déjà que vous commenciez à avoir, c'est cette notion que le cerveau se repose beaucoup sur nos habitudes, nos routines, nos réflexes et nos automatismes. Beaucoup pour le côté moteur, mais pas que. Euh, tous ces éléments, on va les développer largement au cours des différentes présentations, mais sont, me semble-t-il, intéressante à aborder sous le côté historique. C'est pourquoi je me suis permis de vous faire cette présentation-là qui reprend très rapidement encore quelques étapes clés de la médecine d'une manière générale, mais particulièrement de la neurologie. Donc voilà, cette présentation est terminée. Il n'y a pas grand-chose à retenir de manière formelle sur cette présentation, mais j'espère qu'elle a suscité un petit intérêt pour vous et qu'elle vous donnera envie d'en savoir un petit peu plus, notamment sur le fonctionnement du cerveau et sur le fonctionnement des aires cérébrales. Voilà, je vous laisse pour cette présentation-là et je vous retrouve pour la prochaine. Merci.